Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, ce soir, interview à bâton rompu avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour. Nous ferons le point avec lui d'abord sur la situation du tissu industriel marocain. Son ambition affichée s'inscrit dans la droite ligne des instructions royales contenues dans le discours au Parlement du 8 octobre dernier, où Sa Majesté le roi Mohamed VI a appelé de ses vœux à la souveraineté du Maroc, qu'elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre. Compte tenu des événements récents à l'international notamment, quels sont les risques auxquels est exposé aujourd'hui le Made in Maroc? Ensuite, état des lieux du secteur du commerce avec une année de sécheresse conjuguée à la cherté des matières premières, sans oublier la réglementation de la distribution et du commerce intérieur. Nous évoquerons enfin le programme gouvernemental. Est-il réellement en harmonie avec les recommandations du nouveau modèle de développement? Beaucoup de questions d'actualité que nous poserons ce soir à Monsieur le ministre. Bonsoir Riyad Mzour, merci d'y répondre. Bonsoir Khadija Ehsan, merci pour l'invitation. Donc cette émission, avant de traiter des dossiers de fond, cette émission traite de l'actualité. L'actualité bien sûr c'est la cherté des matières premières, l'inflation, les poussées inflationnistes mondiales. L'indice des prix d'ailleurs à la production du secteur des industries manufacturières en l'occurrence a nettement augmenté en janvier. Cette tendance est certainement appelée à durer. Sommes-nous aujourd'hui au Maroc préparés pour absorber le choc de cette poussée inflationniste mondiale sur les intrants pour l'industrie en l'occurrence? C'est une poussée inflationniste mondiale, effectivement, qui a commencé avec la reprise. Qui a commencé avec la reprise, avec une demande forte de la plupart des pays industrialisés et des pays qui le sont un peu moins. Aujourd'hui, elle est faite pour durer, je n'en suis pas sûr. Ça dépend de la crise ukrainienne aussi. Je ne mettrai pas ma main au feu. Les crises et les marchés ont tendance à préempter de manière caricaturale les événements, et je pense que tous les ingrédients de la crise et les ingrédients de la reprise sont déjà dans les prix qu'affichent les marchés aujourd'hui. Pétrole, un baril qui a dépassé les $110. Aujourd'hui, ce matin, pas si caricatural que ça, et ça continue d'augmenter. Alors, et on ne connaît pas l'issue, en tout cas la date de l'issue de cette crise ukrainienne. C'est clair, on est tout à fait d'accord, je suis tout à fait aligné avec vous. Encore une fois, comme vous le voyez, et vous l'avez vu dans les courbes pandémiques, et vous le voyez dans les courbes des prix des matières premières d'une manière générale, quand on analyse l'histoire, les remontées sont aussi rapides que les chutes. Et cette remontée est extrêmement rapide. Les marchés ont intégré de manière forte. C'est le cas du Maroc aussi. Et de manière critique, c'est les marchés mondiaux. On parle des prix mondiaux. Pour l'industrie. Après, l'impact sur l'industrie est un impact qui n'est pas négligeable. Il y a eu des impacts importants. Ça veut dire qu'on a perdu 15 milliards, par exemple, de dirhams d'exportation sur la crise des semi-conducteurs, à laquelle on est en train de remédier de manière intelligente. Au Maroc, fort heureusement, sur l'énergie, on a une vision royale qui date de plus d'une vingtaine d'années, qui nous a permis d'assurer une certaine autonomie, d'avoir des alternatives intéressantes et d'avoir des perspectives qu'on est en train d'accélérer suite aux orientations royales pour garantir ou augmenter notre souveraineté énergétique. Nous allons y revenir. Alors, vous avez parlé de la crise des semi-conducteurs. Est-ce qu'on peut s'attendre, juste pour revenir encore une fois à cette cherté des matières premières, est-ce qu'on peut s'attendre à une hausse des prix du Made in Maroc aujourd'hui? Enfin, demain plutôt. Alors, ce qui est les intrants qui sont utilisés par nos usines sont les mêmes intrants et au même prix qui sont utilisés par nos concurrents. Ailleurs, oui. Donc, le Made in Maroc, sa compétitivité intrinsèque reste la même. Très bien. Alors, vous avez évoqué les semi-conducteurs. On a quand même vécu une crise inédite en termes de semi-conducteurs, notamment pendant la Covid-19, avec cette grave rupture de la chaîne de valeur mondiale qui a impacté les industriels marocains. Il y a aujourd'hui la crise du gaz ukrainien, la crise du gaz russe. Beaucoup de fabricants de puces, d'ailleurs, au monde s'inquiètent déjà. Est-ce qu'on est préparé? Vous avez parlé d'une réponse de manière intelligente. Comment, Monsieur le Ministre? Alors, on est préparé de manière extrêmement fine par rapport au sujet. Le Maroc développe des solutions, y compris intrinsèques, pour répondre à ces sujets. Ça veut dire, par exemple, sur l'automobile, réduire l'empreinte des semi-conducteurs pour avoir le même effet sur le véhicule. Et on a des technologies marocaines aujourd'hui qui sont en train d'aider de grandes multinationales à redimensionner leur empreinte en matière de semi-conducteurs pour avoir les mêmes services et les mêmes devices au niveau du véhicule. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, la crise des semi-conducteurs est encore plus profonde que ça. Et elle est similaire d'ailleurs à celle du gaz, c'est qu'il y a eu énormément d'investissements sur les devices électroniques et sur les semi-conducteurs extrêmement performants. Ce qui fait qu'on en avait moins
sur les gros devices, comme les véhicules, comme l'électroménager, il y avait moins d'investissements. Avec la reprise économique due à la pandémie, il y a eu une forte demande par rapport à ça et il n'y avait pas les investissements en face. C'est en train de s'équilibrer au niveau mondial et on est en train d'essayer d'y prendre notre part aussi. Donc il ne risque pas d'y avoir rupture comme il y a eu pendant la pandémie? Non, les risques sont toujours là. On est mieux préparé que d'autres. Il n'y a qu'à voir le on est mieux préparé, en tout cas, pour peut-être, comme vous avez dit, de mettre en place une stratégie pour. Non, c'est pas mettre en place une stratégie. Dévier l'utilisation même de. C'est pas mettre en place une stratégie. On y travaille déjà. Et notre secteur automobile, pour vous répondre de manière claire, a récupéré plus de 110% de ses emplois avant pandémie. Ça veut dire aujourd'hui, nous exportons. Selon les chiffres de la CNSS. Selon les chiffres de la CNSS, selon les chiffres des exportations, selon les chiffres de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chiffres concordants. On peut faire la guerre des chiffres encore une fois. Mais encore une fois, le Maroc a redémarré beaucoup plus vite que des pays concurrents et apporte des solutions propres. Et il a redémarré, y compris dans la R&D. Et on est devenu un partenaire reconnu des multinationales au niveau de la R&D, y compris avec des start-up marocaines. Parlons de valeur ajoutée, Monsieur le ministre. Vous parlez d'emploi. Encore faut-il que peut-être qu'on y voit un peu plus clair dans cette question d'emploi. Pour revenir à des chiffres qui remontent à 2019, tableau de bord sectoriel du ministère des Finances, la valeur ajoutée est en volume, donc des activités non agricoles, n'arrive pas à substituer, clairement, on le voit d'ailleurs dans les prévisions de croissance pour cette année, qui étaient prévues à 3%, qui passent à 1,5%, les activités non agricoles peinent à substituer un peu le manque de la pluviométrie. Comment expliquez-vous cela? Pour revenir à ces chiffres que je citais, en termes de valeur ajoutée, de tout secteur confondus, toute filière confondue, de 2000 à 2007, on était à 30%, de 2008 à 2016, on était à 27%. Comment expliquez-vous cela, Monsieur le ministre? Alors, il y a différents éléments. Et le premier élément, c'est que la valeur ajoutée agricole a évolué. Il y a eu un plan qui a fait en sorte que les rendements agricoles sont plus importants, que le Maroc, bien qu'il soit encore fortement dépendant de la pluviométrie, ne fait plus de croissance négative à cause de la pluviométrie ou d'un déficit de pluviométrie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le Maroc évolue à tout point de vue. Et c'est une bonne nouvelle. Deuxième élément qui est extrêmement intéressant, c'est quand on parle par exemple du secteur industriel, il représente entre 15 et 18% du PIB en fonction des années et en fonction aussi de la pluviométrie, et il évolue à pas de géant. Mais son évolution ne suffit pas à remplacer totalement certains déficits. Par contre, il y a de bonnes nouvelles, il y a de très bons indicateurs. Par exemple, quand on voit les exportations, y compris au niveau agricole, on voit que l'industrie agroalimentaire commence à exporter plus que l'industrie agricole pure. Ça veut dire que les produits transformés dépassent les exportations en valeur des produits bruts chez nous, y compris au niveau agricole. Et ça, c'est aussi une excellente nouvelle. Donc notre pays avance, se structure, est en train de monter en gamme et de monter en valeur. Le chemin, on est rentré sur le chemin critique, on a des opportunités à prendre et on est en train de les prendre. Ces opportunités sont-elles à forte valeur ajoutée? Parce que ce qu'on reproche aussi un peu à cette industrie marocaine, c'est qu'elle ne mise pas trop sur les industries à forte valeur ajoutée. C'est qu'on la connaît peu. Si on lui reproche cela... Non, mais c'est une question de création de richesse, Monsieur le ministre. Vous parlez de création d'emploi, en termes de création de richesse, c'est ce qu'on nous reprochait, on le démontre noir sur blanc. Parce qu'effectivement, on voit la valeur ajoutée, on intègre beaucoup, par exemple, dedans des importations en équipement qu'on est en train de transformer en future valeur ajoutée, etc. Donc les calculs, on les a fait avec le ministère des Finances pour démontrer qu'il y a une réelle valeur ajoutée locale et qu'elle est en train de grandir. Mais ça n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur des secteurs moteurs ou des secteurs traditionnels, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit le textile, sans parler de l'aéronautique et de l'automobile, qui sont les classiques au niveau de la valeur ajoutée, on commence à voir, y compris à Talodant que j'ai visité il y a quelques jours, des usines 4.0, des usines avec des robots, des usines avec l'intelligence artificielle, qui sont en train d'exporter dans le monde entier. On parle d'agroalimentaire. On parle d'agroalimentaire, on parle de textiles, qui sont des secteurs traditionnels où on a l'impression qu'on est encore avec des vieilles machines à coudre. Il y en a, et travailler avec des salaires assez faibles et pas avec des techniciens. Il y a de la recherche et développement. On est en train de faire des modèles qu'on vend à des marques internationales. Donc il y a une évolution. Certes, pas encore au niveau qu'on souhaite. Certes, on n'a pas encore atteint l'autonomie en termes
de donneur d'ordre en termes d'innovation. Ça veut dire qu'on travaille encore, même dans l'innovation, à façon, mais il y a une évolution, il y a une montée en gamme. Tu parlais d'évolution. Parlons d'évolution des investissements directs étrangers, Monsieur le Ministre. Selon Banque El Maghreb, ou selon le Wali de Banque El Maghreb, Servet Jouari, l'investissement au Maroc est peu rentable. Pour citer ces termes, en comparaison avec les pays de la catégorie à revenus intermédiaires proches. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que le Maroc se construit. On est passé par une étape où, pour attirer de l'investissement productif, il fallait mettre des infrastructures. Et les infrastructures, intrinsèquement, ne sont pas rentables. Donc quand on construit un port immédiatement, il ne se traduit pas tout de suite en croissance. Mais sur les 20, même les 100 années qui suivent, il se traduit en croissance. Il n'y a qu'à voir l'exemple de Tanger. Non, mais quand on compare l'investissement public à l'investissement privé, c'est d'ailleurs la tendance qu'on veut inverser au Maroc. On y reviendra. Vous avez parlé d'IDE. Les IDE, il y a eu une transformation durant ces 10 dernières années qui est passée inaperçue. On était 30% d'IDE dans l'immobilier, 15% dans l'industrie. Dans les 30 dernières années, il y a eu une inversion. Donc même les IDE sont en train de faire confiance au tissu productif. Mais pour lui faire confiance, il fallait des autoroutes, il fallait des ports, il fallait des aéroports de qualité, il fallait des infrastructures de qualité. Quelle est la part aujourd'hui des IDE dans l'industrie, Monsieur le Ministre ? La part des IDE dans l'industrie, aujourd'hui, la part des industries dans les IDE, c'est 30%, et la part des IDE dans l'industrie, on doit être autour de 25%. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, et qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est en train de valoriser tous nos investissements en infrastructure. On est en train de valoriser nos investissements en autoroute et mettre des zones industrielles autour où les investisseurs vont s'installer. Et donc, on est en train de construire des corridors. Donc, Monsieur le Wali Banque El Maghreb a raison. Il se base sur l'ICOR qui est à 7-8. L'ICOR, pour faire simple et pour expliquer aux téléspectateurs, c'est les points de croissance générés par rapport aux points d'investissement du PIB investi. Oui. Ça veut dire, j'ai investi 8 dans le PIB, 8% de PIB, j'ai généré un point de croissance. Ça se fait quand on est en train de construire les infrastructures. Une fois qu'on a atteint un certain niveau d'infrastructure, ça commence à redescendre. Ce qui est le cas, vous pensez que c'est aujourd'hui, on est à ce stade aujourd'hui ? C'est le moment de travailler dessus. Mais il y a des obstacles. Quels sont-ils ? Alors les premiers obstacles, ce sont les obstacles spéculatifs. Parce que quand on met une infrastructure et quand on met une autoroute et on met un échangeur, et les spéculateurs voient qu'autour de l'échangeur, il y a des terrains qui vont être valorisés, ils vont aller les préempter. Et ce qu'on gagne en compétitivité en mettant l'infrastructure, on le perd et c'est avalé par la spéculation. Et c'est pour ça qu'on travaille au niveau du gouvernement pour faire en sorte que l'environnement et le foncier qui nous permettra d'attirer des investisseurs soient sécurisés et soient valorisés de manière productive. Il y a d'autres obstacles de culture, parce qu'il faut transformer la culture d'investissement du pays, qui doit passer de la culture d'investissement dans la pierre à la culture d'investissement dans le productif, parce qu'il y a eu une énorme fuite vers l'immobilier dans les années 90-2000, qu'on est en train de récupérer. Et grâce à la task force de souveraineté industrielle qui a remplacé la War Room de substitution, on commence à avoir des résultats intéressants à montrer. Nous allons en parler en détail. Je vais rester sur cette question d'investissement privé versus investissement public. Alors, le budget qui a été alloué à l'investissement public cette année, Monsieur le Ministre, est record, plus de 200 milliards de dirhams. Or, selon les résultats de l'enquête du Haut Commissariat au Plan, publiée d'ailleurs la semaine dernière, 71% des entreprises marocaines ne prévoient pas d'investissement pour 2022. Est-ce que vous pensez que cet objectif d'inverser la part du secteur public par rapport au secteur privé dans l'investissement est-il un objectif réellement réalisable ? Bien évidemment. Compte tenu du manque de visibilité, peut-être le manque de confiance aussi des investisseurs. Bien évidemment, vous avez raison. Il y a d'abord une crise. Oui. Les investisseurs marocains sortent de on parle de relance, on parle de reprise, pas de crise, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, non ? Les entreprises marocaines sortent de 2 ans difficiles. Où ils ont eu des chocs, où ils ont pris des crédits importants, même s'ils étaient garantis par l'État, qu'ils doivent rembourser. Il y a certes une reprise, mais il y a un passif à apurer avant de travailler dessus. La bonne nouvelle, c'est que dans le secteur industriel aujourd'hui, sur le pipe, on a 857 projets retenus, plus 731. 857, ça a évolué en moins d'un mois. Et un niveau d'investissement... 857 dossiers déposés. Non, 930 dossiers déposés. 930 dossiers déposés. 857 projets retenus pour un investissement global de 37,2 milliards de dirhams. Les 34 milliards, l'objectif initial de substitution des importations est largement dépassé. Non, ça c'est l'investissement. Attendez. On avait 34 milliards de substitution. Dans les projets qu'on a retenus, on a 47 milliards aujourd'hui de substitution.
on avait 17 milliards à l'export, on a 60 milliards à l'export. Donc on est sur un chiffre... 60 milliards comme objectif, monsieur le ministre. Non, sur les projets déposés. Sur les projets déjà déposés. Sur les projets déposés, dont 74%, excusez-moi. C'est des objectifs d'export, quand vous parlez des 60 milliards. Non, ce que je dis, c'est des business plans qu'on a sur la table. C'est des business plans, voilà. Avec des projets d'investissement. On pourrait voir dans combien de temps. Quand vous parlez des 60 milliards de dirhams, alors, c'est pourquoi? Ce que je suis en train de vous dire... Dites-moi. Je suis en train de vous dire que 74% des gens qui ont déposé le projet ont déjà acquis le foncier et commencé à travailler pour mettre en place leur usine. Leur usine sera en place dans les 12 à 18 mois qui suivent, et avec la montée en puissance, dans 3 ans, on aura ces chiffres. Donc, la confiance au niveau industriel est là. 90% de ces projets sont des projets à capitaux marocains. Donc, la confiance est là. Il y a un travail qui est fait. Ça s'accélère. C'est ça qui est intéressant, dans un contexte où les liquidités des entreprises sont un peu malmenées. Bon, elles ont été malmenées depuis quelques années, nous y reviendrons, notamment à cause des délais de paiement. Alors vous parlez, c'est très intéressant de parler de ces projets, mais si on y voyait de plus près sur la nature de ces projets, on parle de quel secteur? Quels sont les secteurs qui se démarquent dans ces projets d'investissement, monsieur le ministre? Alors, je peux vous le dire clairement, le quart des projets, c'est de l'agroalimentaire. Très bien. C'est de la valorisation de produits agroalimentaires. Et c'est on parle de pêche et d'agriculture. Exactement. Et de la valorisation. Et ce qui est extrêmement intéressant avec ces projets, c'est qu'on peut les répartir sur l'ensemble du territoire. Et ça... Je venais à la question des régions, mais vu que vous l'évoquez... Et ça, c'est très, très intéressant. Après, il y a la chimie, parachimie, 18%, l'industrie métallique, 13%, le textile, 12%, la plasturgie, 9%. Il y a du nouveau, il y a du neuf, parce que ce sont là, monsieur le ministre, des secteurs qui sont classiques dans notre économie. Non. Quand on parle d'économie circulaire, quand on parle, y compris dans le textile, etc., il y a du nouveau. Il y a de l'intégration en profondeur. Il y a du développement de matières premières qu'on pourra intégrer, qui nous permettra de réduire notre dépendance par rapport à certaines matières premières. Il y a du développement de l'industrie de l'économie circulaire. Il y a énormément de choses qui viennent compléter les écosystèmes industriels de notre pays. Soit de la valorisation de produits que nous exportions ou que nous vendions bruts et qui permet de créer de la richesse dans les territoires, soit de la consolidation de nos écosystèmes. Ça, quand vous dites consolidation, c'est-à-dire donner un petit coup de pouce aux industriels déjà présents et opérationnels. C'est moitié-moitié. Ces projets sont pour moitié, 54%, portés par des industriels existants et pour 46% portés dans le cadre de nouveaux projets Greenfield. Ça veut dire on démarre de zéro. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ceux qui sont déjà dans l'écosystème industriel, y croient et continuent à développer. Et il y a des nouveaux qui les rejoignent. Des nouveaux, y compris des porteurs de projets innovants qui sont à la recherche de financement, de haut et de bas du bilan, et qu'on accompagne pour développer leurs idées et leurs projets. La problématique n'est pas forcément le financement, n'est pas forcément le foncier, c'est surtout les projets qu'on essaie de susciter. Ce n'est pas le financement ? Une fois qu'on a un bon projet, on trouve toujours les personnes qui l'accompagnent, qui le financent. Les banques ? Les banques suivent. Alors, il y a une régulation un peu compliquée. Les banques sont un peu aussi limitées, on va dire, pas entravées, mais limitées par une régulation qui est aux normes internationales et qui ne leur permet pas d'agir aussi loin et aussi fort qu'elles le souhaiteraient. Et donc, on est en train de travailler au niveau du gouvernement pour mettre en place des conditions, par exemple, pour intégrer plus de project financing qui soient moins liés à des garanties immobilières, pour faire simple, ce que les banquiers appellent des garanties réelles, mais que le projet en lui-même devienne la garantie du financement pour leur permettre d'accompagner des projets stricto sensu. Encore faut-il que ce soit approuvé par la Banque centrale. Bien évidemment, mais la Banque centrale, une fois qu'on lui donne le confort qui lui permet de dire que le système bancaire est solide et répond aux critères internationaux, il n'y a aucune raison qu'il ne nous accompagne pas. La Banque centrale n'est pas un frein au développement. Mais en tout cas, selon la Banque centrale, ce n'est pas le financement qui est un frein en soi au développement des entreprises marocaines. Les principaux obstacles évoqués, encore une fois, je reviens à cette déclaration du Wali de Banque el-Maghreb, c'est la corruption, la pression, la lourdeur de la fiscalité. Je sais que par rapport à cela, vous avez un avis très tranché, et la concurrence déloyale des activités informelles. Alors oui, on peut voir ça comme ça. On peut voir le gâteau, le petit gâteau, et se dire dedans il y a de la corruption, il y a le problème de fiscalité, et le gâteau restera comme ça. Là, on est en train de parler d'une explosion et d'un développement industriel qui va faire grossir le gâteau 10 fois, à tel point
que ce qu'on a aujourd'hui dans un petit territoire ne sera presque plus visible. Quand on a des projets qui rentrent dans le contexte actuel au niveau fiscal, il est ce qu'il est, dans le contexte actuel au niveau informel, qui est ce qu'il est, dans le contexte actuel... Qui est ce qu'il est, il lui faut des solutions. Dans le contexte actuel... Non, mais c'est ce que je vous dis. Voilà, ça handicape l'industrie, soit la solution, finalement. on reste à essayer de traiter ce petit corps, ou alors on essaye de faire agrandir le gâteau à tel point que le formel devient attractif pour le secteur informel, que la corruption n'a plus lieu, puisque tout le soutien et tout l'accompagnement de ces projets est fait. Ça veut dire là, on les prend en charge à tous les niveaux, y compris au niveau des autorisations où il peut y avoir des frictions par rapport à certaines données de corruption. Tout le monde est mobilisé quand il y a un frein. C'est pour ça que les task force sont importantes et que le nouveau modèle de développement l'a souligné. Quand il y a un frein à un projet, dans ces 857 projets, s'il y a un frein, s'il y a un blocage à cause d'une autorisation et que ça n'arrive pas à être réglé, ça monte très très vite, quelle que soit la nature du projet. Ça peut monter même au niveau du ministre qui appelle son collègue pour lui dire il y a un problème sur tel projet. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui au niveau du gouvernement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à partir du moment où on donne cet accompagnement et on donne cette priorité, tous ces sujets deviennent des sujets annexes, accessoires, parce que les vrais projets et les gros projets qui sont en train de monter vont remplacer petit à petit toute cette économie qui est basée sur des choses, des privilèges et des passe-droits. Alors, quand vous parlez de ces projets-là, comme ça on passe à autre chose, mais une dernière question là-dessus. Vous avez parlé de créer de compléter l'écosystème, ou en tout cas de créer une certaine complémentarité. Ne pensez-vous pas aussi que cela risque de créer dans certains secteurs une espèce de concurrence dont certains opérateurs n'ont pas besoin? Alors, concurrence pourquoi et pour qui? Si on se concentre effectivement sur un marché de 36 millions d'habitants et qu'on se considère que c'est ça notre gâteau et c'est là-dessus qu'on doit travailler, effectivement, on peut avoir des opérateurs qui se plaignent de la concurrence. Aujourd'hui, au Maroc, c'est un pays ouvert qui a décidé d'ouvrir les marchés à plus de 2 milliards d'habitants, si on compte la ZLECAf qui est en cours de validation. Et l'opérateur qui s'installe ici s'installe pour servir 1 milliard de consommateurs. Il ne s'installe pas pour servir 36 millions de consommateurs. Et s'il pense qu'il va survivre face à la concurrence mondiale en se contentant de servir 36 millions de consommateurs et en dimensionnant son outil pour servir 36 millions de consommateurs, il a déjà perdu d'avance, quelles que soient les barrières et les protections qu'il demande. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de rentrer dans la compétition mondiale. Beaucoup d'opérateurs l'ont compris, beaucoup d'industriels l'ont compris, certains pas encore, on les accompagne dans cette transition. J'ai évoqué cela par rapport à une industrie, l'industrie métallurgique et mécanique, Monsieur le Ministre, et ça représente à peu près 15%. 13%. 13%. Alors déjà qu'il y a des opérateurs qui vraiment peinent à garder la tête hors de l'eau, et aussi bien sûr avec ces 2 dernières nouvelles de redressement de grands fleurons de l'industrie, de cette industrie-là. Est-ce que le fait de financer d'autres projets, ou cela fait partie aussi des 13% qui sont alloués dans cette banque de projets? Non, c'est pas alloué, ça c'est encore les opérateurs. C'est l'intérêt des opérateurs qu'on accompagne. D'accord. Nous, on a mis une banque de projets qui propose des opportunités, 275 fiches, il y en a 100 qui arrivent en disant voilà des opportunités de business, voilà des opportunités d'investissement. Et on vous accompagne pour ça. Et si vous avez des propositions, on est prêt à les accueillir et à vous accompagner. Ça, c'est une démarche proactive, non restrictive. De l'autre côté, il y a des sociétés, effectivement, qui sont en difficulté pour diverses raisons. On a des entreprises industrielles qui ont peut-être parfois fait de mauvais choix ou qui appartenaient à des écosystèmes. C'est-à-dire que la responsabilité n'incombe pas seulement à l'État. Peut-être qu'il y a une responsabilité, on est prêt à regarder s'il y en a une. Et au-delà de la reddition des comptes, on est prêt à accompagner, s'il y a des possibilités d'accompagner. Et quand vous parlez des entreprises, nous avons regardé de manière très pointue et nous les avons aidées à développer, diversifier leur marché, parce que certaines d'entre elles étaient dans un écosystème qui est un écosystème un peu en difficulté, qui était porté par une locomotive qui elle-même est en difficulté depuis quelques années. Donc nous avons essayé de les orienter vers d'autres locomotives. Ça a marché un petit moment, ça n'a pas pris forcément, peut-être par manque de moyens, peut-être par manque d'agilité. Ça reste quand même une industrie centrale pour toutes les autres industries, Monsieur le Ministre. Peut-être par des choix de gestion, effectivement, mais il y a un moment où le rôle de l'État s'arrête. On peut soutenir, on peut accompagner, on peut trouver des débouchés, on peut protéger, on peut accompagner
au niveau du capital humain, on peut accompagner au niveau du soutien à l'investissement, mais on ne peut pas rentrer et gérer les entreprises à la place des actionnaires et des gestionnaires qui possèdent l'entreprise. Donc c'est en grande partie à cause de cela. Non. Encore une fois, c'est peut-être que les conditions, je ne cherche pas les causes, mais on peut analyser peut-être que les conditions... Peut-être les résultats, ou peut-être parlons des solutions. Quelles solutions proposez-vous les conditions ont changé. On a proposé des solutions, on a travaillé. Parce qu'il y a des milliers d'emplois qui sont en jeu. Un peu moins. Un peu moins. On a travaillé pour essayer, par exemple, de les réorienter vers une autre grande multinationale marocaine très forte pour la servir. On a essayé d'accompagner la qualité de ce qui est livré, de pousser, etc. On a essayé de faire beaucoup d'autres choses. On continuera tant qu'on pourra le faire. On a des emplois. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des emplois de qualité et des emplois qualifiés qui n'auront aucun mal à retrouver leur place dans la création de valeur au niveau du pays. Mais au bout d'un moment, si les moyens aussi ne sont pas mis par l'actionnaire, si l'adaptabilité et les niveaux de qualité pour changer d'écosystème et même le dimensionnement de l'usine pour changer l'écosystème n'est pas fait malgré le soutien et l'accompagnement fort de l'État, il y a un moment où la responsabilité ne peut pas être seulement celle de l'État. Oui, mais avec la cherté des matières premières aussi, en sachant que la moitié du chiffre d'affaires de ce genre d'entreprise va pour l'acquisition de matières premières. Mais elle est valable pour leurs concurrents aussi. Les concurrents n'achètent pas la matière première moins chère. Bon, parlons à présent de taux d'intégration, Monsieur le Ministre. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le taux d'intégration, pour nous, quand on parle au niveau de l'automobile, qu'on a 63-65% de taux d'intégration, c'est le nombre de pièces qui sont fabriquées au Maroc. Qui sont fabriquées au Maroc, qui composent une automobile, par exemple. Quand c'est 41 ou 42% pour l'aéronautique, c'est le nombre de pièces qui sont fabriquées au Maroc qui composent un avion. Voilà ce que ça veut dire. Parce qu'on raisonne en écosystème. Ça veut dire, c'est très simple. Comment ça fonctionne un écosystème ? On va amener un constructeur. Un constructeur, il assemble des pièces et il fait un travail d'assemblage. Et après, il y a des fournisseurs qui lui fournissent. Il y en a qui lui fournissent les sièges, il y en a qui lui fournissent les tableaux de bord, il y en a qui lui fournissent les boîtes à vitesse, il y en a qui lui fournissent les roues, les jantes, etc. Et tous ces gens-là, on les attire. Et ces gens-là ont des fournisseurs derrière, ce qu'on appelle le rang 1, ces gens-là ont des fournisseurs derrière qu'on attire. Marocains ? C'est des Marocains qui sont installés au Maroc. C'est-à-dire que c'est des entreprises multinationales souvent qui sont installées au Maroc pour le rang 1. Pour le rang 2, il y a quelques Marocains. Pour le rang 3, il y en a beaucoup. On essaye de travailler pour intégrer le capital marocain. D'où la task force de souveraineté. Elle était là. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Mais il y a un intérêt, ce que je vous dis. Il y a 37,2 milliards d'investissements qui sont posés sur la table aujourd'hui. Il y a 857 projets qui sont retenus. Donc il y a un intérêt des Marocains pour l'industrie. On est même en train de travailler de manière un peu plus fine avec les fournisseurs marocains dans ces écosystèmes. Je vais vous donner un exemple. On avait un fournisseur de pièces métalliques installé à Fès qui fournit une usine automobile à Kenitra. Donc, je n'ai pas besoin de vous donner le nom des uns et des autres, et qui était en compétition avec un concurrent chinois. Et on a insisté pour que, au niveau du ministère, pour que ce fournisseur puisse livrer sa pièce à l'usine de Kenitra au lieu qu'il l'importe de Chine. Alors, ils lui ont demandé une cotation pour 100 000 pièces. Je donne un exemple caricatural. Pour 100 000 pièces, il était à peu près 17% plus cher que les Chinois. Mais le problème, c'est que les Chinois livraient 9 millions de pièces au même constructeur. Donc, l'effet d'échelle n'est pas le même. Et on est parti en négociation pour qu'il puisse lui livrer 1 million, puis 2, puis 3 millions de pièces et se dimensionner pour ne pas seulement livrer l'usine de Kenitra, mais livrer les autres usines dans le monde, et ça lui a permis de prendre une autre dimension. Donc c'est comme ça qu'on travaille, pour essayer d'intégrer au fur et à mesure nos fournisseurs, peu importe la couleur du capital, du moment qu'ils fassent travailler des Marocains, c'est ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de créer des emplois pour les Marocains, on a des objectifs très clairs et très précis sur le sujet, et le fait de les attirer, de les intégrer, et de faire en sorte qu'ils aient la même échelle que leurs concurrents au niveau international. Alors, quand vous parlez de création d'emplois, parce que je vais revenir avec vous sur la question de région, on parle de créer des emplois dans des régions bien particulières. Qu'en est-il des autres régions qui en ont vraiment besoin ? Écoutez, c'est le grand dilemme. C'est le grand dilemme et la grande agilité de laquelle on doit faire preuve. Il y a la volonté de l'investisseur
qui n'est pas souvent rationnelle, on croit qu'elle est rationnelle, de s'installer à proximité des grandes villes et des grandes infrastructures. Il y a le choix de la raison qui est un équilibre entre la compétitivité et les infrastructures, et il y a le choix politique qui est le développement équitable dans toutes les régions. Et dans cette équation à inconnu ou à paramètres multiples, le gouvernement travaille. Et c'est pour ça que j'ai insisté en début d'émission en vous disant que l'agro-industrie est un excellent moteur pour développer des secteurs industriels dans des zones qui n'ont pas le même accès, qui n'ont pas les mêmes infrastructures, qui disposent d'un peu d'éloignement. Et on voit de superbes réussites dans des zones qui sont assez, on va dire, peu dotées en termes d'infrastructures et assez loin des infrastructures portuaires. Et ça fonctionne assez bien. Il y a d'autres secteurs qui fonctionnent aussi assez bien, notamment l'externalisation des services, où on peut aller sur des bassins d'emploi, notamment avec le développement du télétravail. On parle de l'outsourcing. On parle de l'outsourcing. Avec le développement du télétravail et qui permet de s'installer et de travailler à distance, vu que le Maroc, aujourd'hui, alhamdoulilah, est très bien équipé en termes de réseau. Donc il y a des industries qui se prêtent plus que d'autres pour l'équité territoriale. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne construit pas des écosystèmes par ailleurs. 2 pistes sur lesquelles nous travaillons, et nous travaillons lourdement. La première, c'est que la zone côtière, on va faire Tanger, Safi, pour faire simple, est une zone qui devient de moins en moins compétitive en termes de coûts pour le capital humain et pour le foncier. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc ça crée une attractivité pour les autres zones. Ce qui est bien, c'est qu'on a une dorsale d'infrastructures qui n'est pas encore équipée. Donc on a 2 choix. Soit les opérateurs qui sont basés sur ces coûts-là, dont leur compétitivité est basée sur ces coûts-là, vont quitter le pays et vont aller s'installer ailleurs, soit on les fait rentrer dans le pays. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est en train de travailler pour envoyer des usines de câblage, par exemple, avec le nouvel investissement que vous avez vu à Oujda qu'on a lancé, recréer un écosystème automobile à Agadir où il y a un bassin d'emploi intéressant et des infrastructures intéressantes. Et donc, on est en train de travailler. Et redynamiser même ce port d'Agadir. Voilà, on est en train de travailler par corridor, en valorisant nos infrastructures, et ça répondra aussi aux préoccupations du Walid Bank al-Maghreb qui dira que ce qu'on investit, on n'en tire pas de la croissance. Maintenant, les investissements passés, on est en train de les valoriser pour en tirer de la croissance. Pour peut-être finir avec l'industrie, on ne peut pas parler d'industrie sans parler de textile. Monsieur le ministre, l'organisation du secteur après le drame, on est en février, presque 1 an jour pour jour, après le drame de Tanger, qui a coûté quand même la vie à 29 employés, on en est où? Alors, c'est effectivement une préoccupation majeure. On a mis en place, sur certaines villes, et notamment à Tanger, des espaces d'accueil pour pouvoir attirer et intégrer le secteur informel, qui n'était pas si informel que ça. On est dans une zone grise où on a de grands opérateurs qui font parfois appel à des opérateurs informels pour gagner en compétitivité, ce qui n'est plus aujourd'hui acceptable. Et on travaille, gouvernement, grands opérateurs, donneurs d'ordre aussi, qui sont fortement impliqués pour faire en sorte que cette intégration se fasse. Le secteur textile est un secteur qui est en train de se transformer. Il est en train de se transformer pour être un peu moins basé sur le coût de la main-d'œuvre et plus basé sur la qualité et la valeur ajoutée locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'amener des usines pour refaire des filatures, pour refaire des accessoires, pour refaire de l'amour, pour qu'il y ait une intégration un peu plus globale. Il y a un développement au niveau de la création et de la R&D pour créer de nouvelles collections, pour proposer de nouvelles collections et pour avoir une intégration de bout en bout et des modèles qu'on propose. D'où le fait, d'abord, on essaye d'intégrer notre secteur sur le marché local. Vous avez vu qu'on avait fait des signatures avec de grands réseaux de distribution pour qu'il y ait des habits made in Morocco avec des marques marocaines qui soient distribués d'abord au Maroc avec un gage de qualité qui est donné par les opérateurs et un arbitre des élégances qui est le ministère par rapport à la qualité et aux engagements pris et par rapport au délai de paiement. Si vous voulez, on reviendra sur ce sujet qui est un sujet éminemment important. Donc, l'idée, c'est de faire grossir ce secteur, d'intégrer au fur et à mesure les opérateurs qui étaient dans le semi-informel ou dans l'informel et de leur donner des conditions d'hygiène, de sécurité et d'environnement qui sont exigées par ailleurs par les donneurs d'ordre internationaux et en même temps de créer les conditions pour qu'ils puissent s'agréger et travailler dans des espaces qui sont dignes et qui leur permettent d'éviter qui nous permettent d'éviter ce genre de drame à l'avenir. C'est un travail de longue haleine
qui n'est pas que sur le secteur textile, qui est sur beaucoup d'autres secteurs et sur lequel nous travaillons tous les jours. Décarbonation, la feuille de route en termes de décarbonation de l'industrie, surtout qu'il reste cette question de la loi qui régit la fabrication d'électricité à base d'énergie renouvelable. Alors, il reste la partie moyenne tension, effectivement, qu'on m'a promis de régler. Et on travaille ensemble dessus pour la prochaine législature. Et c'est vrai qu'elle est essentielle. Et que nos industriels aient accès à de l'énergie verte ou de l'électricité verte de manière naturelle et qui est aussi plus compétitive que les coûts d'aujourd'hui, dans les prix annoncés par le modèle de développement, qui sont effectivement les prix auxquels les industriels peuvent prétendre dans les quelques mois qui suivent, et j'ai une grande confiance dans le fait que ce sera fait. De toute façon, c'est quelque chose qui est indispensable au niveau de l'industrie. Dernier point sur l'industrie avant de passer au commerce, cette question de formation et de formation continue. Vous avez parlé de R&D, vous avez parlé de ce capital humain que nous avons, qu'on peut monter peut-être en puissance en termes de capital humain. Monsieur le ministre, vous avez aussi en face un fléau aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, c'est la fuite des cerveaux. Oui, c'est un fléau. Comment retenir justement ces gens qu'on forme au Maroc, avec de très bonnes formations? C'est un fléau et c'est une richesse, parce que ça reste des Marocains qui reviennent, qui enrichissent, qui soutiennent le pays de manière forte, on l'a vu avec les transferts des MRE, et ça reste des Marocains qui ont un attachement profond à leur pays, oui, du coup, il y a un manque. Qui reviennent y investir, il y a un manque. La solution, c'est de former plus et de proposer des solutions locales. C'est ce qu'on a fait. On a signé un partenariat sur 2 secteurs, l'aéronautique et l'automobile. On va généraliser ça aux autres secteurs. Il y a déjà des instituts pour cela, mais il n'y a pas d'institut pour, par exemple... Pour le supérieur. Pour le supérieur. C'est ce qu'on vient de signer. Non, je parle des 2 secteurs, monsieur le ministre, d'automobile et d'aéronautique, mais il reste d'autres secteurs qui ont besoin d'instituts de formation. Parce que ce qui a boosté l'activité dans l'aéronautique et dans l'automobile, ce sont ces centres de formation. On est d'accord. Oui. On est tout à fait d'accord. Si vous permettez que je complète, mais on est monté plus haut en gamme dans ces 2 secteurs. Et on a aussi des contrats programmes qui sont prêts pour tous les autres secteurs, toutes les autres filières. Ça, c'est pour vous rassurer. Le premier point, c'est qu'on est l'événement qui a eu lieu avec la dernière signature en février avec l'enseignement supérieur est un événement de taille qui est peut-être passé inaperçu. C'est une signature entre le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Enseignement supérieur et les présidents des 2 fédérations aéronautiques et automobiles. Sur quoi? Sur une formation ciblée, adaptée, aux compétences près de 100 000 ingénieurs et techniciens supérieurs, desquels on a besoin pour la montée en gamme dans les 5 prochaines années, avec un engagement d'accompagnement du secteur privé pour définir les besoins en compétences, pour proposer des stages et intégrer ces jeunes dans l'entreprise à la fin. Donc ce qu'on a fait au niveau de la formation professionnelle qui a réussi dans ces 2 secteurs, on est en train de le transposer en supérieur pour accompagner la montée en gamme, et on va l'élargir à tous les secteurs. Très bien. Passons au secteur du commerce. Il nous reste très peu de temps, monsieur le ministre. Il reste toujours très peu de temps pour le commerce. Non, mais malheureusement, on va la faire plus simple. On va aller vraiment dans l'actualité. L'actualité, ce sont bien sûr ces réglementations. D'abord, sur réglementation en termes de distribution et de commerce interne, une nouvelle loi étant dans le pipe, monsieur le ministre. En quoi consiste-t-elle? Il y a un projet ou un pré-projet de loi qui est en discussion, qu'on a soumis. On est en concertation avec l'ensemble des opérateurs. C'est juste pour organiser le secteur. Grosso modo, il faut laisser la place d'abord au développement du commerce organisé et du commerce en réseau, qui n'a pas connu de développement dans notre pays et qui est resté limité, par exemple, pour l'alimentaire à 15%. Qui n'a pas connu de développement. Ensuite, il faut aussi soutenir le petit commerçant pour qu'il puisse se transformer, trouver sa place, que ce soit au niveau des espaces qu'il dessert ou aussi au niveau des horaires qu'il dessert, et qu'il puisse monter en gamme lui aussi ou se spécialiser, ou même... Par rapport à des concurrents étrangers, vous dites? Concurrents étrangers ou marocains, peu importe, il faut qu'il trouve sa place dans ce système-là. Et sa place, ça peut aussi vouloir dire lui laisser la possibilité de se dire, dans cet espace dans lequel j'agis depuis 20 ans ou 30 ans, je n'ai plus de place ou je suis fortement concurrencé, je peux changer. Or, aujourd'hui,
Le petit commerçant ne peut pas changer. Pourquoi? On oublie qu'il joue un rôle essentiel dans la vie des Marocains, le petit commerçant. Le petit commerçant est la banque des ménages marocains. Avec ce qu'on appelle le carnet que tout le monde connaît, il finance les ménages marocains. Le problème, c'est qu'en finançant ces ménages-là, le jour où il n'est plus en mesure de gagner sa vie parce qu'il est fortement concurrencé, il ne peut plus sortir parce qu'il a trop d'argent dehors. Donc l'idée, c'est d'organiser tout cela d'abord par la loi, laisser de la place en termes d'espace et en termes d'horaire, pour que tout le monde puisse vivre et cohabiter. Et deuxièmement, mettre en place les mécanismes de soutien et d'accompagnement pour, en fonction de ses choix et de ses ambitions, qu'il puisse monter en gamme ou qu'il puisse changer d'espace pour pouvoir aller dans des zones où il peut un peu mieux gagner sa vie. Et bien évidemment, le dernier point qui est extrêmement important, lui donner la possibilité de pouvoir avoir accès à de la marchandise aux mêmes conditions que ces réseaux-là, parce que comme on le sait, le commerce est la force d'un commerçant. Absolument. Et la force de la grande distribution, c'est son pouvoir de négociation et d'achat à des prix compétitifs. Nous sommes en mesure d'offrir ça, et la digitalisation le permet, d'offrir aux commerçants des prix extrêmement compétitifs pour qu'ils puissent lui aussi avoir les marges qu'il mérite. Réforme des délais de paiement. Alors c'est un projet de loi aussi qui est dans le pipe, sur lequel nous travaillons avec des discussions et des échanges importants. Il est même au niveau du SGG. On a quelques remarques par rapport à certains détails qu'on va mettre en place. Qu'est-ce qu'apporte de nouveau ce projet de loi sur les délais de paiement, monsieur le ministre? Alors, on est en train de passer... Là, on ne parle pas que de commerce, on parle aussi d'industrie, et ça touche un peu tout le monde. C'est énorme. Voilà, toutes les D'abord, TPE. l'État, le problème des délais de paiement n'est plus un problème public. On a vu l'effort du public que le public a fait au niveau du délai de paiement. Le public est devenu exemplaire en termes de délai de paiement. Donc, il y avait le problème entre les privés. Il y avait des premières, pénalités qui devaient être versées aux fournisseurs, qui devaient être versées par le client aux fournisseurs en cas de retard, dans la première mouture de cette loi, qui n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu des problèmes d'appréciation fiscale. Il y a eu aussi des problèmes de conflits et de négociations commerciales qui faisaient que parfois, à son client, on pardonnait certaines choses, mais le fisc ne les pardonnait pas, etc. Donc ça créait des problèmes et des tensions. Donc, il a été créé un observatoire des délais de paiement à pilotage public-privé entre le ministère des Finances et la CGEM qui sont arrivés à des conclusions que ça devait être sanctionné. Donc, il devait y avoir des amendes et ça devait être suivi de manière stricte. C'est ce que propose ce projet, ce projet de loi sur proposition du secteur privé. Où on a mis en place un arsenal d'amendes pour défaut de déclaration et pour retard de paiement et un système de suivi qui va être suivi. Probablement, on est en train de finaliser les détails au même titre que le suivi de la TVA pour régler définitivement ce problème, avec une période transitoire, en commençant avec plus ou moins les délais que nous avons aujourd'hui, en essayant de les réduire sur la durée pour habituer les gens qui commandent à payer à temps. Il y a aussi, monsieur le ministre, cette question de commercialisation du Made in Maroc qui est un peu le talon d'Achille de ce produit. Quelle est votre stratégie, ou en tout cas les bullet points de cette stratégie pour mieux commercialiser nos produits? Effectivement. Ne serait-ce qu'au Maroc, déjà, avant de parler d'export. Effectivement, on a souvent une fausse impression de penser qu'on est un peuple de commerçants et on a du mal à vendre nos produits et nos marques. Et au Maroc, on est en train de faire un travail très très important et d'impliquer les centrales d'achat nationales pour faire en sorte que le produit marocain, déjà, soit sur les étalages et les marques marocaines soient sur les étalages. Et ça a connu un succès immédiat au niveau du textile, au niveau de l'agroalimentaire. Et on avance sur les autres produits. C'est une question de confiance. Vous savez, les Marocains, jusqu'à il y a très récemment, avant qu'on commence à parler de Made in Morocco, et je pense que le ministère de l'Industrie y est un peu pour quelque chose, les Marocains privilégient le produit importé. Ce qui coûte moins cher. Pas forcément parce qu'il coûte moins cher. Et de meilleure qualité. Et d'ailleurs, c'est une fausse impression. Il ne coûte pas forcément moins cher et il n'est pas forcément de meilleure qualité. La preuve en est que des produits Made in Morocco se vendent dans le monde entier, sont moins chers et de meilleure qualité que d'autres produits, ces mêmes produits qui se vendent moins ici, y compris dans le luxe. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de personnes qui font attention
est-ce que le produit est marocain? Ça commence à se voir sur les étalages. On voit aussi des marques qui commencent à s'investir parce que les chaînes de distribution marocaines commencent à leur faire confiance et à faire des collections. Et c'est impressionnant, on commence à avoir de très belles collections au niveau textile sur des produits marocains. Et pour l'anecdote, et je vais arrêter là-dessus, pour l'anecdote, quand il y a eu la signature entre la Fédération du textile et une centrale d'achat, une entreprise a décidé de développer une collection pour ce réseau de distribution national. Et ils ont commencé à faire des modèles, d'ailleurs, avec des jeunes personnes très brillantes qui développent des modèles et des collections, et très très vite, en un temps record. Un donneur d'ordre allemand, qui livrait à façon, d'une manière générale, dans cette usine, est venu voir une partie de cette collection et a pris 2 modèles pour sa propre collection qui était développée pour la chaîne de distribution et commence à leur faire confiance pour développer de nouvelles collections. Donc le potentiel est là, il suffit d'y croire, les Marocains commencent à y croire de plus en plus, les industriels commencent à y croire parce qu'on leur fait confiance, c'est une question de développement du climat de confiance entre tous les partenaires, reste à développer la confiance pour aller conquérir les marchés internationaux et on y travaille. Parce que ce n'est pas les salons qui sont organisés où justement des produits, notamment de l'agroalimentaire, mais qui, vous avez parlé qu'on trouve maintenant des produits marocains sur les étals marocains, mais qu'en est-il de l'international? Est-ce que les radars, est-ce qu'on est dans les radars internationaux? Non seulement les radars, mais nous avons une stratégie très précise avec 1200 couples marchés-produits identifiés, 120 milliards d'exportations, 100 milliards d'exportations potentielles qui sont là, avec tous les opérateurs qui sont intégrés et tout un mécanisme d'accompagnement complet, y compris en termes de financement de nos acheteurs à l'international. Ça va être mis en place, ça va être annoncé dans les quelques semaines qui arrivent. Il reste un peu moins de 5 minutes, politique gouvernementale, pour finir avec vous, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'il y aurait des chances que le comité de veille économique soit redémarré pour faire bouclier, pour faire face à la cherté du pouvoir d'achat? C'est une proposition d'ailleurs des économistes de l'Alliance estirlalienne. En l'état, sous la même nom ou la même forme, peut-être pas. Mais la veille économique est là, il y a une équipe qui suit, qui réagit. Oui, on comprend, Monsieur le Ministre, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura des aides? Parce que quand je parle de comité de veille économique, comme il a été déclenché pendant la crise Covid-19, on est en période de crise, on est en période de sécheresse. Est-ce qu'on peut déclencher de tels mécanismes pour aider le citoyen, notamment à la veille de Ramadan? Comment vous pouvez dire qu'il n'y en a pas? Chaque fois qu'il y a une situation, le gouvernement, Sa Majesté, réagit et apporte des aides directement. Le secteur touristique vient de bénéficier de 2 milliards de dirhams. Sa Majesté vient de lancer un programme unique de Je parle du pouvoir d'achat des citoyens, Monsieur le Ministre. Effectivement, tous ces programmes-là sont alloués, mais je parle vraiment du Mais je suis d'accord avec vous et je viens au pouvoir d'achat. Donc le travail de veille et de proposition de solutions et de mise en place de solutions est là. Sur le pouvoir d'achat des citoyens, il y a un travail qui est fait, une veille permanente pour atténuer l'envolée des prix à l'international sur le pouvoir d'achat des citoyens. D'abord la caisse de compensation. C'est énorme ce qui se passe. C'est énorme. On est à presque 100 dirhams par bonbonne de gaz qui sont subventionnés par l'État. C'est monstrueux. Ça profite à tout le monde. Après, c'est une autre question de ciblage des aides aussi. Mais je parle vraiment des souches qui sont défavorisées, qui souffrent de la sécheresse, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas que des agriculteurs, ce sont des commerçants aussi qui souffrent de la sécheresse. On est d'accord, on est d'accord. On est en train de travailler d'abord à la source. Les agriculteurs, les éleveurs, etc., ce sont les premiers touchés. Et si, chez eux, on atténue, et avec un programme unique de par son ampleur, ça passera sur l'ensemble de la chaîne. Donc, s'il y a des problématiques identifiées de part et d'autre... Elles sont déjà identifiées, Monsieur le Ministre. Non, c'est de se voiler la face, que de dire qu'il n'y a pas de problématique aujourd'hui. Mais sinon, il n'y aura pas de manifestation, il n'y aurait pas eu de manifestation. Il y a des manifestations sur la cherté des prix. On est d'accord, il y a des manifestations sur la cherté des prix, qui sont d'ailleurs isolées et exagérées par une certaine presse, où il y a une action... Excusez-moi, je termine. Il y en a eu. Où il y a une action... Exagérée ou pas, mais c'est un fait. Où il y a une action immédiate qui est prise par les autorités pour éviter que certains abusent de certaines situations. Il y a un suivi quotidien des prix. Il y a une mobilisation du gouvernement permanente pour le contrôle. Il y a une mobilisation permanente avec les industriels et les distributeurs. Est-ce qu'on risque de bloquer les prix d'ici à... Écoutez, s'il faut le faire... Oui. Et baisser les marges finalement des Il y a déjà un effort des producteurs qui est monstrueux pour baisser les marges.
Quand on voit, par exemple, au niveau des producteurs d'huile, l'envolée du cours du soja, et l'impact de maïs aussi. Et l'impact qu'il y a eu sur les prix, on voit qu'ils ont énormément rogné sur leur marge. Donc tout le monde est mobilisé, on travaille, et s'il faut prendre encore des mesures supplémentaires, on le fera. Très bien. Dernière question, Monsieur le Ministre, ou avant-dernière question, celle relative à cette loi de finances rectificative. L'opposition appelle à une loi de finances rectificative pour mieux gérer le budget, à cause notamment de projections qui, malheureusement, à cause d'une mauvaise année agricole, sont aujourd'hui obsolètes. Oui, il y a des données, effectivement, qui ont profondément changé. Le ministère des Finances estime aujourd'hui qu'il tient toujours la barre, qu'il a toujours la boussole pour piloter en fonction malgré ces changements. Ce sont des équipes extrêmement performantes, extrêmement compétentes, et moi je leur fais confiance. Donc pas d'austérité dans les budgets de fonctionnement de l'État, plus d'endettement, peut-être activer la planche à billets. Comment on va financer, surtout que le Maroc est engagé dans un projet social pharaonique. Justement. Donc tous les engagements au niveau social sont pris. Les engagements, comment dirais-je, supplémentaires, importants pour faire face à une situation particulière, sont pris. Aujourd'hui, le pilotage est fait par des gens qui savent le faire, qui sont extrêmement compétents, qui vont gérer ces équilibres-là. S'il y a de gros mouvements et de gros écarts, ils les pilotent en direct, ils reviendront nous voir pour nous dire il faut rectifier telle ou telle hypothèse. Pour l'instant, ils n'en estiment pas le besoin. Ils le pilotent très bien, ils répondent aux attentes, ils répondent à la situation de difficultés et de besoins supplémentaires qu'on a pour atténuer les effets de la baisse de pluviométrie et les effets de la cherté des prix pour les citoyens. Et ils n'estiment pas nécessaire de revoir cette loi de finances. Le jour où ils estimeront nécessaire de le faire, on sera là avec eux. Dernier mot, Monsieur le Ministre, je reviens juste sur une déclaration que vous avez faite, ou cet appel, ou ce message, c'est assez personnel. Soyez ambitieux et studieux, rien ne doit vous faire peur, osez, travailler, persévérer, et vous réussirez à réaliser vos rêves. Fin de citation, c'était devant des jeunes accompagnés par SOS Village d'enfants Maroc. Est-ce qu'on peut dire que, selon votre expérience personnelle, cela peut marcher au Maroc aujourd'hui, en parlant aux jeunes qui nous regardent peut-être? Non seulement ça peut marcher, mais c'est la seule chose qui marchera. La seule chose qui nous empêche aujourd'hui de nous développer et d'évoluer, c'est l'ambition. C'est d'y aller, de travailler et d'y croire. Rien ne doit nous faire peur. Je persiste et signe. On a toutes les capacités et tous les moyens d'atteindre les sommets. Et on compte beaucoup sur justement ce gouvernement pour faciliter ces moyens et les rendre plus accessibles à tous les Marocains. Merci beaucoup Riyad Mzour. Merci à vous. Merci pour cette interview accordée à Médien TV. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous.